Vous le savez, la Grande Guerre a été une occasion unique, propice au mélange des Français venant des quatre coins du pays. Ah bah non, tu veux dire 6, c'est un hexagone. Oui, bon, merci, je suis au courant. Et puis même pas, puisque, de toute façon, on n'avait pas l'Alsace-Lorraine, donc c'était même pas un hexagone. Bref, mais reprenons. Donc la Grande Guerre est l'occasion de voir mobiliser tous les hommes âgés de 18 à 50 ans, venant de toutes les régions de France. Pourtant, si l'Union sacrée voit syndicalistes et politiques, socialistes et nationalistes unis dans un même élan patriotique, l'Union sacrée reste quelque chose de fragile et on voit les failles apparaître dès le début de la guerre au moment où les premiers combats révèlent les faiblesses de l'armée française. Et les premières troupes qui vont en faire les frais, ce sont les troupes du Midi. Comment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et bien sûr, avant de commencer, je remercie très chaleureusement mes deux camarades du label Hérodote qui ont relu ce script, à savoir Valentin de la chaîne Excavator, ainsi que Nils de la chaîne Démystif. Et je remercie d'ailleurs aussi Justin Le Carpentier, historien, qui m'a d'ailleurs suggéré ce sujet à traiter en vidéo. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne qu'on vit, c'est le sort... La rumeur court dès l'annonce de la retraite française, le 23 août 1914. En effet, le 15e corps d'armée, composé essentiellement de soldats du Midi, aurait fui le combat, entraînant non seulement avec lui l'ensemble des armées engagées dans la bataille de Lorraine, mais également ayant fragilisé la situation des troupes se situant sur le front belge. Rien que ça. Tout part d'un article paru le 24 août 1914 dans un grand quotidien parisien, Le Matin. Une division du 15e corps, composée des contingents d'Antibes, de Toulon, de Marseille et d'Aix, a lâché pied devant l'ennemi. Les conséquences ont été celles que les communiqués officiels ont fait connaître. Toute l'avance que nous avions prise au-delà de la Seille, sur la ligne Alincourt, Delme et Château-Salins, a été perdue. Malgré l'effort des autres corps d'armée qui participaient à l'opération, et dont la tenue était irréprochable, la défaillance d'une partie du 15e corps a entraîné la retraite sur toute la ligne. L'article fait l'effet d'une bombe, au point qu'il conduit le ministre de la Guerre, Adolphe Messigny, à publier un communiqué de démenti. Un journal du matin a annoncé qu'une division du 15e corps avait lâché devant l'ennemi, ce qui aurait eu de graves conséquences sur la suite des opérations. Le fait présenté sous cette forme est inexact. Quelques défaillances individuelles, profondément regrettables, ont pu se produire. Elles ont été suivies de répressions nécessaires, mais elles n'ont pas eu l'importance qui leur a été attribuée. Il serait injuste de faire peser la faute de quelques-uns sur tous les soldats d'une région dont les citoyens sont, comme tous les autres, prêts à donner leur vie pour leur pays. Un blâme a été adressé au journal qui a publié cette information. Sauf que, à ce moment-là, tous les autres titres reprennent l'information, notamment L'Homme libre de Clémenceau. On connaît la nature impressionnable des méridionaux. Qu'on les encadre, qu'on les mène au plus fort du feu pour leur donner sans retard la chance de réparation à laquelle leur passé leur donne droit. Sauf que dans le Midi, ils suscitent l'indignation. Non, les représentants de la population locale ne peuvent pas accepter de telles calomnies et le font savoir au ministre de la Guerre, Adolphe Messigny. Si des faiblesses ou des paniques se sont produites, il faudrait encore savoir où et comment et pourquoi. Quant aux sanctions, elles relèvent de l'armée et non d'un appel à une opinion publique troublée et prodigieusement mal renseignée. Et que fait ce dernier? Eh bien, il renvoie au communiqué qu'il a donné la veille. Et alors que l'affaire est en train de prendre de l'ampleur, le 26 août, Adolphe Messigny démissionne. Alors certes, ce n'est pas en soi cette affaire qui le fait tomber, la situation est bien plus complexe que ça, mais elle y contribue de manière importante. Donc si je comprends bien, pour tirer ça au clair, il faut retourner sur le terrain. Eh bien oui, revenons donc sur ce qui s'est passé les 19 et 20 août 1914 à Morhange. Mourir pour la patrie, mourir... Alors, je ne reviendrai pas sur l'organisation du dispositif français, ni même sur les premières opérations qui sont menées en août 1914. Quentin de la chaîne Sur le Champ est en train de le faire, et je vous invite d'ailleurs à suivre cette série. Retenez simplement que le 15e corps, avec les 20e et 16e corps, appartiennent à ce qu'on appelle la deuxième armée, commandée par le général de Castelnau, en charge de mener l'offensive sur le front de Lorraine. À sa droite se trouve la première armée, commandée par le général Dubail, qui doit prendre Sarrebourg et Strasbourg. Cependant, au tout début de la guerre,
La deuxième armée voit les 9e et 18e corps d'armée lui être retirés pour être redéployés sur la frontière belge, ce dont le général de Castelnau se plaint dès le 8 août. Mon armée est amputée de 2 beaux et bons fleurons qui constituaient un des précieux éléments de ma confiance. Je suis donc ulcéré de voir se produire des fantaisies dans des questions aussi graves, sous l'emprise de déductions purement imaginaires. Je sais de quel cerveau échauffé sort ce brusque changement. J'ai toujours mis en garde qui de droit contre ces rêveries. Je regrette profondément et douloureusement de ne pas avoir été entendu. C'est un défi au bon sens, il nous coûtera cher. Oui, enfin, tu oublies de préciser que les 15e et 16e corps sont originaires du Midi et de Provence, donc très peu familiers de la région, contrairement au 20e corps qui, lui, est basé à Nancy. C'est vrai, c'est une donnée non négligeable, surtout lorsqu'on regarde côté allemand. En effet, leur font face la 6e armée allemande, commandée par le Kronprinz de Bavière, et la 7e armée du général von Heringen. Ils disposent en tout de 25 divisions et 8800 canons, dont de l'artillerie lourde. Le dispositif défensif s'étend sur une ligne de crête entre Morhange et Fénétrange. C'est une véritable nasse que les Allemands ont constituée entre les rivières Nid et Sarre, où des escarmouches doivent conduire les Français. Ces derniers, mal renseignés, sous-estiment donc le dispositif allemand. Ah, donc toutes les conditions sont réunies pour un désastre. Après le baptême du feu des soldats du 15e corps le 10 août 1914, l'ensemble des unités se dirige vers Morhange et Dieuze entre les 14 et 17 août. Si le 20e corps d'armée connaît très bien le terrain vallonné sur lequel il s'engage, en revanche les 15e et 16e corps doivent faire face à un terrain essentiellement marécageux et totalement méconnu de leur part. Surtout, ils doivent faire face à des mitrailleuses qui harcèlent les troupes, infligent des pertes non négligeables et surtout minent le moral des soldats. Des fantassins ennemis, nul n'en vit ce jour du 14, pas plus que d'artilleurs. D'où partaient les balles qui fauchaient nos rangs? Où s'étaient enfouies ces batteries dont les obus creusaient des entonnoirs de 8 mètres de largeur et réduisaient en bouillie les malheureux qu'ils atteignaient? Rien. On ne voyait rien. Arrivent alors les journées du 19 et du 20 août. Si le 19, les Français subissent de lourdes pertes mais maintiennent leur position, le 20, c'est une hécatombe. Alors que les ordres étaient de tenir coûte que coûte le flanc gauche, le 20e corps décide de monter à l'assaut. Mésentente, désobéissance flagrante, prise d'initiative, on ne le saura certainement jamais. Toujours est-il que ce mouvement crée une faiblesse sur l'aile gauche, ce qui va l'exposer directement au feu des Allemands. Au centre, le 15e corps est empêtré dans les marécages. Lorsqu'ils ne sont pas pulvérisés par les obus, ce sont dans les étangs que les soldats se noient. Et les choses empirent encore lorsque les unités chargent en masse compacte. À l'aube, nous rejoignons notre régiment, près des marais de Ménestrof. C'est alors que commence l'attaque la plus violente qui soit. Le 15e corps, déclenché tout entier, avance malgré les canons, les mitrailleuses et les Mauser, les hommes ayant de l'eau et de la boue jusqu'à la ceinture. Beaucoup se sont noyés à cet endroit. Vers 10 heures du matin, la situation qui semblait nous sourire jusque-là est singulièrement changée. Le canon ennemi crache à 3500 mètres seulement, et nous n'avons aucun abri alors que l'armée Boche est solidement retranchée sur des hauteurs constituant des points stratégiques admirables. Vers 11 heures, les bataillons de chasseurs qui donnaient l'assaut commencent à fléchir avec d'effroyables pertes. Ordre est donné de se replier sur Dieuze. Alors commence une retraite sur l'arrière, sous les 210 Allemands, les mitrailleuses de l'infanterie, cependant que, la rage au cœur, des clairons sonnent encore la charge. Quant au 16e corps, à droite, il est également pris dans la tenaille. Il faut dire qu'il n'est plus protégé par la première armée de Dubaï, qui doit reculer devant Sarrebourg. Castelnau n'a donc plus le choix. Après 4 heures d'âpres combats, il fait sonner la retraite, couverte par les chasseurs alpins et à pied, dont son fils, qui ne reviendra pas. Des 3 corps, le 20e est certainement celui qui s'en tire le mieux, notamment grâce à ses canons de 155 qui tirent en tir parabolique et couvrent idéalement la retraite. Pour les 15e et 16e corps, en revanche, et malgré la présence des artilleurs parmi les troupes, c'est la débâcle. Non seulement les hommes n'étaient pas prêts, comme toute l'armée française, à affronter une telle puissance de feu, mais surtout, les hommes du 15e et 16e corps n'avaient jamais fait de manœuvre de retraite. Ainsi, il est sur le champ de bataille nombre de fusils et de havresacs, sans compter les milliers de blessés. Le bilan est effroyable. Plus de 20 000 hommes sont mis hors de combat, disparus ou prisonniers. À l'échelle des unités, la catastrophe est plus visible. Ainsi,
Le 101e régiment n'a plus que 30% de ses effectifs en état de combattre. Le 112e a perdu 48 de ses 61 officiers, tandis que le 58e régiment a perdu 1150 hommes sur un effectif initial de 3000. Au total, le 15e corps, sur les journées du 19 et du 20 août, déplore 4400 tués et 8000 disparus. Son commandant, le général d'Espinasse, ne peut que constater les dégâts. Forte perte dans tous les corps. Le moral est très déprimé chez nous, officiers et soldats. L'infanterie désespère du concours de l'artillerie. Elle a subi dans certaines compagnies des pertes à 80% par le feu d'artillerie, sans avoir pu tirer. Par suite de son état de fatigue physique et morale, la 29e division est actuellement hors d'état de fournir un nouvel effort offensif et même de fournir une défense énergique. Repos indispensable. Le 22 août, le communiqué officiel du ministère de la Guerre estime, en raison de la supériorité numérique de l'ennemi, nos troupes, qui se battaient depuis 6 jours sans interruption, ont été ramenées en arrière. Mourir pour la patrie. On a donc une vision beaucoup plus claire de la situation militaire, des unités mal préparées à la guerre moderne et surtout mal renseignées sur le terrain qu'elles vont affronter. Reste à comprendre une chose. Comment l'article du matin a-t-il pu avoir l'information? Et surtout, comment a-t-il pu échapper à la censure? Au départ, il y a la réaction immédiate de Messigny à l'annonce de la nouvelle, et celui-ci écrit directement aux généraux, notamment Joffre, « Il vous appartient de prendre des mesures et faire des exemples. » Soit quoi Joffre répond le 21, « L'offensive en Lorraine avait très bien démarré, mais il y eut soudain des défaillances individuelles ou collectives qui ont entraîné la retraite générale et un grand nombre de morts. J'ai fait reculer le 15e corps qui n'avait pas tenu sous le feu de l'ennemi. Il est responsable de l'échec de notre offensive. Je fais fonctionner sérieusement les conseils de guerre. » On le voit ici, Joffre élimine d'office les conditions propres du combat ainsi que les défaillances de son renseignement pour mettre la défaite et la retraite sur des fautes individuelles et collectives des soldats. Quant aux exécutions sommaires, elles sont bien attestées par les archives militaires, notamment celles du 73e régiment d'infanterie composé essentiellement de Corses. Mais alors, il y a quelque chose que je comprends pas. Comment se fait-il qu'un grand quotidien ait eu accès à ces informations si sensibles et secrètes? Eh bien, la réponse est d'une simplicité déconcertante, car Auguste Gervais, l'auteur de l'article, non seulement est propriétaire du journal Le Matin, sénateur de la Seine et proche d'Adolphe Messigny. Ça fait beaucoup et on comprend maintenant d'où vient la source. Ce n'est donc plus l'attitude des soldats du Midi qui pose problème, mais bien le contournement par un journal via ses relations politiques des règles de la censure. L'intervention publique de Messigny ne suffit donc pas, d'autant plus que celui-ci n'écarte pas les défaillances individuelles. Le scandale de conflit d'intérêts pointe son nez et le président du Conseil, René Viviani, ainsi que Raymond Poincaré, président de la République, qui tous les deux n'apprécient pas du tout Adolphe Messigny, profitent de l'occasion pour l'écarter le 26 août et de nommer un de leurs proches, Alexandre Migrant. Pour Jean-Yves Le Naour, la réaction de Messigny est celle d'un homme qui ne comprend pas les réalités de cette guerre industrielle et qui adhère encore aux images romantiques de l'assaut généreux qui emporte la décision. Sur ce point, je serai beaucoup plus nuancé que Jean-Yves Le Naour. En effet, non seulement c'est contradictoire avec son communiqué du 22 août 1914, mais en plus c'est un petit peu en contradiction avec les opinions propres à Adolphe Messigny durant l'avant-guerre. En effet, il a fait partie des observateurs lors des 2 guerres balkaniques de 1911 et 1912-1913, et a surtout pu constater les effets dévastateurs de la guerre moderne. Enfin, il faut aussi dire qu'il était dans le camp des modernisateurs de l'armée française, comme l'illustre par exemple l'uniforme bleu horizon. Et ça, on en a déjà discuté, je crois, dans une vidéo qui se passait par là. Je ne sais jamais de quel côté il faut regarder. Là. Vous verrez, c'est sur les fiches. Là. Voilà. Mais si les faits plaident en faveur des soldats, on a bien pu réparer le mal. Eh bien, rien n'est moins sûr. Certes, Auguste Gervais, à la fin du mois d'août, présente ses excuses. La véritable diffamation du 15e corps ne touche pas seulement la région du Midi, mais également l'ensemble des unités en provenance du Sud. Et c'est pour cette raison, par exemple, que la presse du Sud-Ouest va aller aussi à la défense de l'ensemble des soldats méridionaux. Quant à la rédemption, elle aurait pu effectivement venir du terrain lui-même, puisque juste après Morhange, quelques jours après, a lieu la bataille de la Trouée de Charmes, où les armées françaises stoppent littéralement
l'avancée allemande, c'est la deuxième armée et la première armée qui font le job, si on peut dire. Malheureusement, le mal est fait. Malgré la censure faite à l'ensemble de la presse, les invectives se retrouvent même au sein de l'armée. Ainsi, dès le 24 août, le lieutenant-colonel Chatillon, placé provisoirement à la tête du 173e régiment d'infanterie, rapporte des propos lancés par des artilleurs du 20e corps. « Ah, c'est vous, le 173e, vous êtes tous des lâches, on devrait tous vous faire fusiller !» Et ça ne s'arrête pas là. Les soldats méridionaux, blessés ou malades, sont soupçonnés d'être des simulateurs, voire de pratiquer l'automutilation. Et dans les casernes, on leur dessert ad nauseam des discours stigmatisants. Vous êtes plus souples que nos Bressans, plus aptes à saisir les ordres, à comprendre ce que vous avez à faire. Mais les régiments du Midi sont renommés par leur mauvais esprit, leur mauvaise conduite au feu, leur défection. C'est pourquoi on vous a envoyé ici, pour vous mêler à ce bon élément qu'est le soldat Bressan. Vous serez tous crevés, que pas un d'eux ne sera malade. Si vous saviez en quelle piètre estime, quel mépris on a pour vous dans nos régions, vous rougiriez de votre origine. Eh ben c'est sympa. Sans compter la réputation née de la mutinerie du 17e régiment lors des grèves des vignerons du Languedoc et du Roussillon en 1907. C'est vrai. Et cette histoire a très certainement conditionné les esprits de l'époque. Mais on en parlera un jour. On en parlera de 1907. Néanmoins, il ne faut pas imaginer l'autorité militaire aussi inactive face à cette situation. En effet, la diffamation devient un véritable délit au niveau justement des armées. Ainsi, les archives de la justice militaire relèvent le cas d'un soldat condamné à 50 francs d'amende pour avoir diffamé le 15e corps. Et de son côté, Alexandre Mirand n'est pas en reste. Le 10 février 1915, il demande au bureau de la presse de ne pas laisser réveiller la controverse sur les troupes du Midi. Et le 21, la mort au feu aux éparges du député des Bouches-du-Rhône, Frédéric Chevillon, est l'occasion pour lui d'affirmer sa fierté pour le Midi devant la Chambre. En m'inclinant respectueusement devant son cercueil, je salue dans le député des Bouches-du-Rhône les enfants de notre Midi qui, depuis 6 mois, fraternellement confondus avec les citoyens de toutes les régions de France, vus glorieusement sur tous les champs de bataille et dont un si grand nombre déjà, comme votre frère, ont donné leur vie pour la patrie. Et ultime démonstration de sa bonne volonté, j'allais dire Messimy, mais non, c'est pas Messimy, c'est Mirand. Et ultime démonstration de sa part, Mirand autorise la publication d'un article signé du député André Lefebvre le 25 février 1915 dans le journal Le Matin, par lequel est paru le scandale. Et cette fois-ci, c'est Messimy qui en prend pour son grade. Plus fait pour commander bravement à la tête d'un bataillon de chasseurs que pour recevoir froidement dans son cabinet des nouvelles fâcheuses, Monsieur Messimy était nerveux. Il confondit ce soir-là l'agitation et l'énergie. Il obtint de Gervais un article flétrissant la soi-disant débandade des troupes du Midi. Comment ne le croirait-on pas quand c'est le ministre de la Guerre qui parle ? Bon à savoir, Mirand et Messimy ne peuvent pas se sentir du tout. Donc, faut plutôt y voir une espèce de petit règlement de compte. Pour Jean-Yves Le Naour, il n'y a pas d'explication fondamentale à la diffusion de cette rumeur, mais un faisceau de préjugés préexistants à la guerre qui se conjuguent dans un moment de tension psychique que les nouvelles des échecs répétés exacerbent. Parmi les préjugés déjà présents, il y a l'idée que les climats chauds diminuent la volonté. Une idée qui est aussi répandue d'ailleurs dans les colonies françaises, ce qui n'est pas sans une certaine teinte de racisme assez courant à l'époque. Après la guerre, la rédemption reste encore très difficile à obtenir, malgré les démarches non seulement de la presse, mais aussi des élus de la République. Quant à Joffre et Messimy, ils s'en tirent pas si mal. Le premier, Messimy, accuse directement le second, Joffre, d'être responsable de la mauvaise information et surtout d'avoir contribué justement à cette mauvaise réputation du 15e corps. Quant au deuxième, il fait mine de s'en désintéresser, se réfugiant derrière son statut de vainqueur de la Marne. Autrement dit, tout le monde se rejette la faute et c'est pas la mienne. Voilà. On l'aura compris, la réputation imméritée des soldats du 15e corps a terni l'engagement réel de ces soldats durant tout le conflit. Si celle-ci a pu avec le temps s'atténuer considérablement, elle a blessé profondément l'orgueil des hommes et des femmes de cette région qui pourtant ont vécu les mêmes malheurs et les mêmes douleurs que l'ensemble de leurs compatriotes des autres régions françaises.
Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis pourquoi pas, si vous n'êtes pas abonné, à le faire tout simplement, à vous abonner et à déclencher la petite cloche pour être au courant de la future publication. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Mourir pour la patrie, mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne, tandis c'est le sort le plus beau.